Donc, on va maintenant écouter la dernière conférence de Bernadette Charlier de France Henri. Alors, Bernadette Charlier, professeure au département de sciences de l'éducation de l'Université Fribourg, en Suisse. Elle est titulaire du domaine d'expertise de l'innovation. Elle est innovation et formation, et elle est directrice du centre de didactique universitaire de cette université. Elle y enseigne depuis 2002, après avoir dirigé le centre multimédia de l'université de Namur, en Belgique, et la cellule d'ingénierie pédagogique de la même institution. Ses recherches et ses enseignements portent sur la technologie de l'éducation, la formation des adultes et la pédagogie universitaire. France Henri, quant à elle, est professeure honoraire à la Téléuniversité et chercheuse régulière au centre de recherche l'ICEF. Ses intérêts de recherche portent sur l'apprentissage et le travail collaboratif, les communautés virtuelles, les conceptions d'environnements d'apprentissage virtuel, les MOOC et les environnements personnels d'apprentissage dont vous allez nous parler. À vous, merci. Alors, merci beaucoup de l'invitation. Merci pour, notre nom à toutes les deux, pour ces stimulants débats. Ce que nous allons vous proposer maintenant, et merci aussi d'être encore là. Bien sûr, on pourra aussi écouter, réécouter à distance. Nous allons au fond prolonger les ouvertures qui ont eu lieu ce matin, je pense, à propos de l'ingénierie pédagogique. Il y a déjà Gilbert Paquet qui vous a un petit peu évoqué l'idée des environnements personnels d'apprentissage. Mais ce que nous allons vous proposer, au fond, c'est davantage une ouverture, nous l'espérons, vers de nouvelles questions de recherche. Donc nous allons ouvrir beaucoup plus de questions qu'apporter de réponses. Mais aussi nous invitons à un recadrage, à regarder autrement l'apprenant. Et c'est pour cela que nous avons intitulé la présentation « Vers l'individu plus ». On aura l'occasion de découvrir qui est ce fameux individu plus. Alors, la présentation va prendre 4 parties. Un cadrage théorique qui va être présenté par France Henri. Un aspect, je dirais un zoom sur cet individu plus que je vais vous proposer. Et puis, on reviendra à ce qui nous a occupé ces 2 journées, les environnements d'apprentissage avec les MOOC, mais une ouverture vers les environnements personnels d'apprentissage, parce que nous prétendons qu'il s'agit en fait de deux notions, on ne peut pas du tout parler de concepts, mais de nouveaux phénomènes qui doivent être observés et analysés de manière complémentaire pour arriver en fin de présentation à quelques questionnements et quelques conséquences pour la recherche et aussi pour le développement et pour les apprenants eux-mêmes. Alors, France, je dois faire une petite surprise. Pour ceux qui n'aimaient pas les modèles mots ce matin, c'est un petit virus qui nous revient déjà depuis quelques années. Certaines personnes dans la salle s'en souviennent. Nous avons tenté, puisque nous avons travaillé à distance pour préparer notre présentation, ça va de soi, nous avons tenté d'essayer de modéliser notre raisonnement. Ce n'est pas forcément évident. Et donc, en vert, vous avez les 4 étapes linéaires de la présentation, hein, avec le cadrage théorique, comprendre l'individu plus ou qu'est-ce qu'apprendre, les environnements en soutien et au développement de l'individu plus, c'est-à-dire l'environnement personnel d'apprentissage notamment, mais aussi les MOOC, et puis les questionnements et conséquences. En jaune, en dessous, vous avez en fait les composantes, donc ce qu'on va découvrir chaque fois qu'on soulèvera une des parties de notre présentation. Et puis en rouge, vous avez au fond les extrants, c'est-à-dire les propositions qui sortiront de nos raisonnements. Mais accrochez-vous, on y va. Si vous ne connaissez pas les modèles mots, ce n'est pas forcément nécessaire, mais si vous les connaissez, ça peut être intéressant. Bon après-midi à tous et merci d'être là encore à cette heure-ci. Alors, on a choisi de vous entretenir là pour cadrer notre propos de quelques thématiques, en commençant en se penchant sur l'impact socio-cognitif du numérique et pour aborder donc
je dirais, le cadrage de ce propos, j'ai choisi de vous parler de ce processus d'externalisation des facultés cognitives, qui n'est pas un processus nouveau, qui est un processus qui s'inscrit dans le temps depuis assez longtemps, mais qui s'est vraiment intensifié avec la société du numérique, donc avec le développement du numérique. Alors, pour vous en parler, je me suis inspirée d'une vidéo sur YouTube, une vidéo de Michel Serres, une présentation qui s'intitule « Les nouvelles technologies, que nous apportent-elles ?» Et dans cette vidéo, il nous fait une très belle explication, présentation de l'externalisation des fonctions cognitives. Alors, ce que Michel Serres nous dit, c'est qu'avant l'écriture, tout était mémorisé. Tout était inscrit dans notre cognitif. Mais après l'écriture et avec l'imprimerie, c'est la fin du par cœur. Les connaissances sont dans les livres. C'est finalement cette extériorisation de la connaissance, cette inscription des connaissances dans les livres engendre un allègement de la mémoire ou ce que Michel Serres appelle une perte de mémoire. Ce qui est important, alors, c'est de savoir où est l'information. La mémoire, faculté subjective, portée par l'individu, est désormais portée par un objet extérieur au corps. La mémoire est dans l'objet. Alors, cette perte de mémoire, pour Michel Serres, est à l'origine de la science moderne. Alors, il nous fait sa petite démonstration en rappelant que les démonstrations de géométrie d'Euclide ne dépassent pas 2 pages. Il était alors très facile pour le scientifique de contrôler sa démonstration, de s'assurer, en faisant son contrôle, il se dit « je n'omets rien, je contrôle la certitude de ma démonstration ». Mais avec le temps, les démonstrations deviennent de plus en plus longues, 10 pages, 20 pages, 30 pages et 1000 pages. Il faut alors plusieurs scientifiques pour contrôler pas à pas les chaînons de la démonstration. Alors, ce n'est plus « je contrôle », c'est « nous contrôlons ». Il faut alors un groupe de personnes pour s'attaquer à la tâche qui devient plus importante. Aujourd'hui, la complexité des problèmes exige une capacité computationnelle de l'ordinateur pour contrôler. Le contrôle, maintenant, peut être délégué à l'ordinateur. On peut penser que c'est l'ordinateur qui contrôle, donc il contrôle. Alors, dans ce processus, les facultés cognitives passent du subjectif, je contrôle, au collectif, nous contrôlons, puis à l'objectif, il contrôle. C'est l'objet qui opère. Alors, les technologies, dans ce contexte, dans cette perspective, nous libèrent de formes écrasantes de la cognition. On est libéré de mémoriser, de se rappeler d'une abondance d'informations et de connaissances. Nous avons donc externalisé ce qui définit profondément ce qu'est un sujet. Mémoire, raisonnement, stockage de l'information, transmission de l'information et même certains aspects de l'imagination et de la création. Désormais, l'ordinateur apprend, l'ordinateur raisonne, il analyse, il prend des décisions et il fait des recommandations. Désormais, la tête réside dans l'ordinateur, certaines parties de la tête, disons. Mais il y a de l'intelligence dans l'ordinateur. Et face à lui, il faut être intelligent, il faut devenir intelligent. Alors, face à cette affirmation, on peut s'interroger et se demander comment interagir avec les technologies, comment interagir avec ce qu'il y a à l'intérieur de l'ordinateur, comment s'adapter aux technologies et comment adapter les technologies à nos besoins et à notre activité. Ce questionnement pourrait peut-être se résumer de cette manière. Comment faire finalement des technologies des partenaires, puisque désormais nous interagissons avec les technologies. On peut trouver
dans le courant théorique de la cognition distribuée, des éléments qui viennent éclairer ou qui permettent de formuler certaines propositions par rapport à la question qui est posée, à savoir comment faire des technologies des partenaires. Comment arriver à ce partage de contrôle cognitif, un partage entre l'humain et les technologies. Et c'est dans ce courant de cognition distribuée sur lequel on s'appuie et qui va nous inspirer. Alors, la cognition distribuée, finalement, remet en question la conception classique de la cognition, voulant que la cognition se limite à l'individu. La cognition n'est plus réduite à un processus local de traitement de l'information. C'est un processus distribué dans les dimensions physiques, mentales et sociales. La cognition distribuée se penche sur l'étude des interactions entre les individus et les ressources physiques de son environnement, y compris les technologies de l'information. Elle se penche aussi sur l'étude des processus de coopération et de collaboration entre l'humain et son environnement physique et social. Les objets présents dans la cognition distribuée jouent un rôle cognitif déterminant. Ce sont des partenaires et on ne peut pas les, je dirais, les ignorer ou ne pas les considérer de manière, enfin, leur accorder une légitimité ou une certaine forme de crédibilité, puisque c'est nous qui les avons créés, en fait. Donc, ces objets qui sont présents dans notre environnement ne sont pas que des simples périphériques à la cognition. Ils font partie d'un système fonctionnel, ils font partie de notre environnement, ils propagent de l'information, des états et des représentations. Ils constituent donc des représentations externes qui sont diffusées par le système et qui interagissent avec les représentations internes de l'humain. Alors ici, une petite figure qui n'est pas récente, hein, qui date de 1992, une représentation de Salambier, qui nous montre que les objets participent à la constitution du système de représentation d'une tâche cognitive distribuée. On voit les interactions qui se passent entre les différents artefacts technologiques qui sont dans l'environnement, ainsi qu'entre les humains. Un autre ici exemple d'une illustration, si vous voulez, de la cognition distribuée que sans doute plusieurs d'entre vous connaissent. C'est celle qui nous est proposée par Hutchin en 1994, et celle d'un cockpit d'un avion. Alors, le cockpit tout entier se souvient de ses vitesses et non les seuls pilotes et copilotes. Donc, le cockpit, c'est vraiment les technologies, là devant de l'avion et les êtres humains qui sont là, donc pilotes et copilotes. Alors, ces pilotes et copilotes, outils visuels de navigation, checklists lus tout haut, cartes annotées, etc., sont autant de supports cognitifs qui rendent compte des cognitions en action dans le cockpit. Les pilotes et le copilote, dans ce contexte, reconstituent et construisent constamment le sens et l'organisation des représentations internes et externes des vitesses. Il y a donc, de manière continue, une interaction entre les outils qui se trouvent dans l'environnement de ces pilotes et copilotes et une forme de distribution de la cognition. Alors, faire des technologies des partenaires, c'est bien sûr pouvoir utiliser les technologies, pouvoir se les approprier. Mais l'appropriation des technologies n'est pas un processus qui va de soi. Un outil, en fait, peut avoir plusieurs usages selon le contexte et il revient à l'utilisateur de prendre conscience d'abord des outils qui sont dans son environnement, des ressources qui y sont et de l'usage qu'il peut en faire, des potentialités des outils et des ressources qui sont accessibles à lui, qui lui sont accessibles plutôt. Alors, c'est donc la cognition distribuée et la mise en œuvre de la cognition distribuée exige une prise de conscience qui ne va pas de soi. Il faut, pour l'apprenant, pour
la personne ou cette personne qui est dans le contexte d'une cognition distribuée, découvrir l'outil, se l'approprier, l'intégrer dans son activité et nécessairement transformer son activité puisqu'il y a une interaction avec des représentations externes. S'adapter aux technologies alors, mais aussi les adapter avec son imagination, sa créativité. On intègre les outils, on les intègre dans nos activités, mais il peut nous arriver d'en détourner les usages. Donc, on peut, en tant qu'utilisateur, en tant que partenaire des technologies, inventer les outils, inventer de nouveaux usages de ces outils, être créatif en leur attribuant justement de nouvelles fonctions ou de nouveaux usages. Alors, à partir de ces éléments sur la cognition distribuée, je suis amenée à vous proposer une nouvelle unité d'analyse. Ce matin, dans la présentation de Nicolas Balachef, l'unité d'analyse était les connaissances. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est de changer de cap un peu, changer de perspective et de faire bouger cette unité d'analyse pour la diriger vers l'individu plus. Alors, il ne s'agit plus de considérer l'apprenant comme un individu solo, mais plutôt comme un individu qui est entouré de ressources, un individu qui est dans un système et qui interagit avec le système. Et cette proposition nous est faite essentiellement par Pi et par Perkins. Alors, l'individu et les ressources auxquelles il accède, qu'il crée et qu'il partage, forment l'individu plus. Il n'y a plus d'individu solo, il y a donc un système, un environnement complet qui est vivant et qui est dynamique. L'individu plus est engagé dans des interactions avec les cognitions présentes, génère des connaissances qu'un individu solo n'aurait pu développer. Alors, l'individu et les ressources de son environnement, donc, forment un système qui apprend. Facile à dire, mais pas évident, c'est pas facile à faire. Cette conceptualisation, si vous voulez, ou cette unité d'analyse comporte finalement certains problèmes et des défis. Défis importants pour l'apprenant qui doit développer la capacité à tirer parti des supports environnants, à exploiter à fond toutes les possibilités des ressources offertes dans l'environnement. C'est également un grand défi pour le concepteur d'environnement pédagogique, d'environnement d'apprentissage, qu'il doit modifier sa représentation de l'apprenant et qui ne doit plus dissocier apprenant et environnement et concevoir leur interaction. Alors maintenant, je vais passer la parole à Bernadette, qui va aller un peu plus à fond dans ce concept d'individu plus. Alors, merci. Bon, c'est évidemment un challenge. Peut-être qu'à travers ce que France vous a dit, on pourrait comprendre que l'individu plus est conscient. En réalité, je pense que très souvent, l'individu plus, c'est nous, et nous n'avons généralement pas vraiment conscience de la manière dont les objets, mais aussi les autres personnes, au fond, font partie de nous. Et l'idée, d'ailleurs, l'article de Perkins est une traduction en français de son article en anglais, donc vous pouvez trouver sur Internet facilement. L'idée, c'est vraiment qu'on ne pense plus l'individu d'un côté et son environnement ou les technologies de l'autre, mais que ça fait partie d'une entité et avec au cœur, évidemment, de cette entité, la personne qui est toujours là, mais qui n'est pas toujours consciente, effectivement, de ce qui l'entoure. Au niveau de l'apprentissage et pour les séances d'éducation, c'est un challenge. Alors que Perkins a écrit il y a déjà de nombreuses années, je pense que nous n'avons pas, jusqu'à aujourd'hui, vraiment étudié cet individu plus et surtout essayer de comprendre les challenges que ce recadrage nous impose. Et pourtant, il est indispensable
à l'époque justement des MOOC ou des environnements personnels d'apprentissage. Alors pour rentrer, j'aime bien de rentrer dans l'analyse de l'apprentissage toujours par un témoignage, parce que au fond, une approche assez présente en éducation des adultes, mais aussi dans l'enseignement supérieur, c'est d'essayer de se dire, oui, mais qu'est-ce que c'est apprendre? Au fond, on apprend quand on a réellement le sentiment d'apprendre, donc quand on a une expérience d'apprentissage. Et on a beaucoup parlé des MOOC, d'une révolution pour l'éducation, d'une manière de résoudre les besoins d'éducation, mais pour la personne elle-même, c'est elle qui a le sentiment d'apprendre à un moment donné et de donner de la valeur aux connaissances, donner de la valeur aux échanges avec d'autres. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, ce n'est pas facile au jour d'aujourd'hui, même s'il y a aussi des chercheurs dans la salle, de trouver des témoignages de personnes qui sont des addicts des MOOC. Et là, j'ai trouvé sur Internet, avec, évidemment, j'ai fait la citation, donc vous voyez qu'il s'agit d'un blog de 2 auteurs qui s'appellent Prunier et Datin. J'ai voulu le texte parce que... Ah non, vous arrivez à le lire, je pense. Est-ce que vous arrivez à lire au fond de la salle? Oui? Alors, je vous le laisse lire. Alors évidemment, c'est un exemple qui n'est certainement pas généralisable, parce qu'une personne qui a fait 45 MOOC, bon, il faut déjà le trouver. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous alerte sur quelques points, et notamment au départ sur sa première expérience, qui est au fond une orientation d'apprentissage, une pratique d'apprentissage qui a été mise en évidence par des collègues Ito et ses collaborateurs aux États-Unis, en analysant les pratiques d'apprentissage sur Internet, et qui me fait penser à une pratique du type vraiment explorer, seeking around, ça veut dire vraiment essayer de papillonner en réalité. Et on ne peut pas vraiment penser que le papillonnage, et beaucoup de personnes qui s'inscrivent à des MOOC papillonnent éventuellement d'un environnement d'information à l'autre. On ne peut pas vraiment penser, il le dit d'ailleurs lui-même, qu'il s'agit d'apprentissage. Et puis, au fond, avec son expérience du MOOC ITIPA, hein, Internet, tout y est pour apprendre, un premier MOOC connectiviste français, il dit qu'il a effectivement changé son approche, qu'il a surtout appris à organiser les connaissances et au fond à retrouver un certain plaisir d'apprendre. Alors on va évidemment aller un petit peu plus loin, et ensemble, en utilisant des résultats, évidemment de manière pas exhaustive et pas non plus approfondie, il y aura une publication en anglais qui reprendra tous ces éléments, mais pour répondre quand même à quelques questions. Quelles seraient ces caractéristiques de l'individu plus? Selon quel processus apprend-il ou apprend-elle? Pour quels résultats d'apprentissage? Et dans quelles conditions? C'est-à-dire avec qui? Avec quoi? Et puis la dernière question, au fond, c'est un essai, une invitation plutôt, à imaginer de répondre aux 4 questions en même temps. Je m'explique. On ne peut pas parler des apprenants sans parler de leur manière d'apprendre, sans parler des environnements dans lesquels ils sont. Donc, pour pouvoir répondre de manière intelligente, entre guillemets, et intelligible à l'ensemble, à chacune de ces questions, on est tenu d'y répondre aux 4 en même temps. Et donc d'adopter une approche systémique. Et c'est pour ça que je vous inviterai à essayer, surtout aux chercheurs, d'identifier des configurations. Ça veut dire qui apprend quoi, quand, avec qui, dans quels environnements. Alors, ces caractéristiques de l'individu plus, j'ai repris que quelques éléments sur la DIA. Quand on regarde dans la littérature, qu'est-ce qu'on voit? L'individu, il y a d'ailleurs par ma collègue Annie Gézégou un rapport d'évaluation d'ITIPA. Ceux qui
qui réussissent, qui terminent, mais on l'a encore entendu ces 2 derniers jours, mais c'est les personnes qui sont vraiment très, très motivées. Mais attention, et là, notre collègue d'Harvard nous a bien attiré notre attention sur le fait que les modèles d'engagement et de participation, puisque c'est comme ça qu'on définit la motivation en général, nous, dans l'enseignement supérieur, qu'est-ce que c'est que d'être motivé? C'est de maintenir son engagement et sa participation jusqu'au bout de l'enseignement. Or, nos collègues d'Harvard, dans la revue de l'American Educational Research Association récemment, ont proposé un autre modèle de représentation de cette participation, en disant mais pour pouvoir comprendre cette participation, il faut la relativiser au motif, au but annoncé à l'inscription. Et donc, on va pouvoir dire qu'un MOOC est réussi que si on le situe par rapport à la diversité des intentions des participants qui s'y inscrivent. Et notamment, on ne devra s'attendre à ce que les gens terminent le MOOC que s'ils annoncent quelque part ou s'ils expriment au départ un engagement à, au fond, tenir jusqu'au bout et expliquer pourquoi et à savoir pourquoi. Et donc, ça veut dire qu'il y a pour l'apprenant motivé, il y a au fond différents patterns, entre guillemets, d'apprenants motivés ou de motivation que la recherche est en train ou doit mettre en place. Une autre chose qu'on sait, et ça, je pense que peut-être que, en tout cas, en parlant d'apprentissage et pas de papillonnage, l'apprenant qui va s'inscrire dans un MOOC et qui va avoir ce sentiment d'apprendre, c'est vraisemblablement, et d'ailleurs c'était déjà un peu dans ce témoignage de cette illustration, un apprenant qui a une histoire d'apprentissage réussie. Et ce n'est pas étonnant qu'on retrouve donc des personnes qui ont déjà un certain nombre de diplômes lorsqu'ils s'inscrivent au MOOC. Pourquoi ? Parce qu'en lien avec cette histoire d'apprentissage réussi, il y a une clé qui est importante, qui est le développement du sentiment d'efficacité personnelle. C'est-à-dire de savoir à l'avance, quelque part, de pouvoir se dire « je peux ». J'ose, j'y vais. Même pour un livre, je me suis inscrite hier parce que j'étais curieuse sur le cours de statistique avec R sur Fun. Et je me suis dit, bon, je vais y aller. Et en fait, mais tout le monde peut-être ne va pas se dire, tiens, je suis curieuse, j'ai envie d'aller voir comment c'est fait. Et donc, voilà, c'est sans doute une chance que nous avons. Et puis, il y a une autre disposition, ça c'est un résultat récent des collègues de pédagogie universitaire Kuhn et Wissel de Grande-Bretagne, qui ont mis en évidence ce qu'ils appellent, en français on a traduit « capable de comprendre pour lui-même », c'est une disposition, et puis ils parlent de « disposition to understand for oneself ». Et je voudrais vous lire la définition de « the disposition to understand for oneself », parce que ça nous permettrait, je pense, de comprendre un peu mieux qui sont ces apprenants qui éventuellement persistent davantage. Alors, une chose peut-être intéressante, c'est que d'après Kuhn et Wissel, mais de nouveau, c'est de nouvelles propositions et donc des recherches doivent être menées, cette disposition to understand for oneself peut être développée justement par les environnements que l'on propose. Donc, qu'est-ce que c'est? They define this concept as consisting of 4 dimensions: the knowledge and ability required to develop and use understanding in adopting a reasoned stance to complex issues, the ability; a continuing desire to adopt a thoughtful, deep approach across a wide range of contexts, the willingness; a readiness to monitor and discuss the process of learning and developing understanding within the discipline, awareness of process; an alertness to opportunities to develop understanding further and to apply it in academic and professional context, the sensitivity to context. Je pense que quand j'ai découvert cette proposition, ça me paraît très important parce que, au fond, quelque part, effectivement, c'est une disposition de départ que l'on peut trouver, mais c'est surtout intéressant parce que on pourrait essayer de développer cette disposition à comprendre par soi-même, et elle serait sans doute une clé importante pour arriver, au fond, à continuer à apprendre dans ces environnements d'apprentissage à distance. Donc, disposition à comprendre pour soi-même et aussi, en lien avec cette disposition, une orientation vers l'avenir, c'est-à-dire
une volonté de réutiliser, et on a beaucoup parlé d'ouverture réelle, mais ce n'est pas seulement un droit, ce n'est pas seulement un problème de droit d'auteur, un problème de fermeture des environnements, c'est aussi un problème d'apprentissage, c'est-à-dire que si les apprenants, individus plus, ne peuvent pas réutiliser, récupérer une partie de cette extension d'eux-mêmes, hein, de ces connaissances, des traces de ces connaissances, mais aussi des instructions de traitement d'information, ça fait partie des connaissances qui se trouvent dans tout ce matériel, au fond, on ne supporte pas vraiment l'apprentissage et on ne permet pas une réutilisation, c'est-à-dire un transfert, une orientation vers l'avenir. Donc, au fond, autant de questions, mais on peut se dire, et on sait déjà a priori, qu'il y a, en tout cas aujourd'hui, un faible pourcentage de la population qui, au fond, a ces qualités, d'où la question aussi de la fracture numérique, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui reste très présente. Alors, les processus d'apprentissage, pour les comprendre, il faut les examiner dans l'interaction entre les apprenants et leurs caractéristiques. C'est pour ça que j'insiste sur les configurations. On ne peut pas parler de processus d'apprentissage sans se demander mais qui est derrière et en interaction avec quel environnement. On comprendra aussi pourquoi, d'ailleurs, beaucoup de recherches sur les médias arrivent à no significant difference. C'est parce qu'ils ne prennent pas en compte ces interactions entre les apprenants, les environnements et les résultats auxquels ils aboutissent. Alors, qu'est-ce qu'on sait, entre guillemets, déjà? Et beaucoup de choses qu'on ne sait pas. C'est que dans cette interaction entre les apprenants et les environnements, les apprenants, au fond, développent et expriment une certaine approche d'apprentissage. Alors, l'approche d'apprentissage, qu'est-ce que c'est? C'est, au fond, la manière dont l'étudiant va exprimer sa manière d'apprendre par rapport à une ressource. On connaît très bien les approches d'apprentissage classiques, c'est-à-dire de l'étudiant avec des ouvrages, avec des notes de cours écrites, etc. Et on peut différencier l'approche qu'on appelle généralement l'approche en surface et l'approche en profondeur. Une approche en profondeur qui va amener l'étudiant à traiter réellement en profondeur l'information, à faire des liens avec ce qui sait déjà, à se poser des questions. Et l'approche en surface, évidemment, qui est plutôt l'inverse, on lit, on fait juste ce qu'il faut pour le test. Et l'approche stratégique est un peu intermédiaire, où on varie la manière d'apprendre, justement, pour pouvoir réussir. On va y revenir. Ces approches, elles ont été réexaminées par un collègue australien, Peter Goodyear, qui a analysé ces approches d'apprentissage dans les environnements numériques. Je vous invite à lire l'ouvrage de Peter Goodyear, je ne me rappelle plus le titre exact, mais je vous invite vraiment, parce que c'est une belle avancée en recherche dans le domaine de l'apprentissage à distance, parce que justement, il arrive à... Il ne propose pas de nouvelle approche, mais il montre, en tout cas pour l'apprentissage en surface, l'apprentissage en profondeur, la manière dont les étudiants expriment ces approches, mais dans des activités d'enseignement à distance classique, je dirais, hein, par exemple la participation à un forum. Donc là, il y a encore toute une ouverture, notamment d'interrogation de ces approches dans le cadre des MOOC. Il y a aussi quelque chose d'important dans ces processus d'apprentissage, c'est l'autodirection, c'est-à-dire le fait de se donner des buts et des buts à moyen terme, à long terme. Alors, les buts, c'est quelque chose qui est assez bien étudié aussi. Et je peux vous assurer qu'il y a autant de spécialistes que de concepts que je vous cite. Donc effectivement, toute la littérature, je ne la connais pas forcément par cœur, mais c'est un monde à découvrir. Et notamment parmi les buts d'apprentissage, c'est pour ça d'ailleurs, petite parenthèse, qu'on travaille en collaboration. Ça, c'est mon collègue Laurent Confroil de l'ENS de Lyon, qui a participé aussi à un travail avec nous et à une publication. Au fond, dans les buts d'apprentissage, on distingue généralement les buts justement d'apprentissage, c'est-à-dire que l'apprenant cherche à apprendre, et un but de performance. On a dit ce matin, ils sont là pour réussir les examens. Or, en fait, ces différents buts, et il y en a d'autres, et notamment un but d'évitement, c'est-à-dire éviter de montrer qu'on est incompétent, d'où le lien avec le sentiment d'efficacité personnelle. Certaines personnes ne s'engageront pas, par exemple, dans des tâches collectives parce qu'ils ne veulent pas montrer trop qu'ils ne savent pas. Mais là, je voudrais insister sur un point. On est dans le processus, c'est-à-dire que ces différentes dimensions, autodirection et type de but, elles sont déterminées par qui est l'apprenant, mais aussi par l'environnement. Or, dans l'environnement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les manières d'évaluer les apprentissages. Or, ça, c'est un résultat de recherche. Vous me direz, ça, c'est peut-être pas besoin de la recherche pour le montrer, mais on sait très bien qu'il y a un lien entre les buts que l'apprenant se donne
et au fond le type d'assessment. Donc si on propose des QCM par exemple, on va vraisemblablement avoir un but de performance, réussir le QCM, mais en plus de ça, se centrer. Malheureusement, il y a de bons QCM, mais si c'est un QCM qui n'est pas trop bien réfléchi, donc questionnaire à choix multiples, on va se centrer sur la mémorisation de connaissances. Donc, l'apprenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va orienter son but vers cette performance-là. Et l'apprentissage, même si c'est quelqu'un qui, normalement, devrait adopter une approche en profondeur, adoptera plutôt une approche en surface. Donc, attention, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose de fondamental, au fond, aux paradoxes qui sont présents dans les designs pédagogiques, dans l'ingénierie pédagogique de nos MOOC, c'est-à-dire le non-alignement entre les activités ou les buts que le concepteur se donne et les assessments, parce que c'est ça qui dirige très souvent les apprenants. Et comme disait Gilbert Paquet tout à l'heure, on peut faire autrement, enfin en tout cas chercher à faire autrement. Derrière après l'autodirection, il y a aussi l'autorégulation. Ça, c'est Laurent Connefroy. Là aussi, allez lire son livre, c'est un livre écrit en français, mais publié aussi en anglais, où il explique très très bien que, en fait, le tout, c'est pas de se donner des buts, on le sait, mais c'est de rester persistant et de continuer. Et là, il y a au fond tout un travail sur les stratégies qu'on appelle volitionnelles, c'est-à-dire où on maintient la volonté, et de ce qu'on sait, en tout cas dans les environnements traditionnels, pour maintenir sa volonté, eh bien, on doit rester en contrôle. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes toujours là, mais vous savez que si vous voulez partir, vous pouvez partir. Ça, c'est fondamental. Hein. Et donc, d'être en contrôle de la situation et d'être en contrôle aussi pour l'étudiant du temps. Et ça aussi, c'est assez un paradoxe, moi, qui m'a frappé. On a parlé hier de la question de la modularisation. Il y a vraiment, à mon avis, un conflit instrumental. Ça, c'est un terme un petit peu complexe, mais pour dire il y a un conflit logique entre la modularisation, le découpage et l'organisation en 14 semaines, ou en 6 semaines, ou 5 semaines, et cette possibilité de contrôle par l'étudiant, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, Gilbert, je pense, l'a dit, tout le monde n'a pas envie de faire ça en 1 semaine, d'autres voudront le faire en 2 semaines, etc. Donc, stratégie volitionnelle aussi, tout un pan à essayer de comprendre, mais important à maintenir, et aussi s'il y a un contrôle de ses émotions aussi qui fait partie de ce contrôle. L'autotélisme, alors tout un pan, tout un travail qui a été mené par un autre collègue qui s'appelle Jean Eudes de l'Université de Lille et qui a travaillé sur l'expérience optimale d'apprentissage. Donc ça fait partie aussi des processus dans les environnements numériques. Alors vous avez peut-être vécu ça, sûrement si vous êtes là, parce que c'est au fond une expérience où on est complètement plongé dans l'expérience d'apprentissage. On ne voit plus le temps passer, on est dans une absorption cognitive, mais on éprouve aussi beaucoup de plaisir. Alors toutes les personnes, d'après les théoriciens de cette approche, malheureusement, mais ça j'aime pas ça, parce que les pédagogues, ils aiment mieux changer la prédiction et dire que tout le monde voudrait ou pourrait vivre ce type d'expérience, parce que c'est intéressant de pouvoir vivre le plaisir d'apprendre, mais donc ça, ces travaux ont plutôt tendance à dire que tout le monde n'y aurait pas accès, mais quand même, en fait, l'idée que pour ceux et celles qui ont accès à cette expérience, ils auraient envie de la revivre. Hein. Donc c'est aussi un résultat, on va y revenir. Il y a aussi la partie des interactions sociales. Normalement, dans un processus d'apprentissage, on n'a pas beaucoup parlé, mais le conflit socio-cognitif, on en a eu quelques-uns entre nous, et c'est formidable. Ça, c'est une chance extraordinaire. Mais c'est rare quand même dans les environnements virtuels de pouvoir encore avoir ce type d'expérience. Or, c'est fondamental. Et donc, dans les forums, si on disait, je ne sais plus, on parlait d'accompagnement et de personnalisation, former les apprenants eux-mêmes, mais aussi les tuteurs à reconnaître des situations de conflit socio-cognitif et à les stimuler, c'est-à-dire à faire en sorte qu'elles arrivent et qu'elles arrivent au bout, c'est-à-dire qu'on n'abandonne pas le débat, qu'on arrive jusqu'au bout pour pouvoir vraiment apprendre, c'est très important. Là, ça me permet de citer un autre collègue qui s'appelle Amouridal, qui a fait sa thèse là-dessus, sur les conflits socio-cognitifs dans les communautés. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de résultats de recherche qui nous permettent de comprendre vraiment ce qui peut se passer dans ces processus. Ce ne sont que des ouvertures. Alors, quel résultat de l'apprentissage potentiel? On a beaucoup parlé d'enrichissement de connaissances, éventuellement de compétences. Moi, je ne suis pas du tout sûre, dans les exemples qu'on a vus, qu'il y a réellement développement de compétences, au sens
propre du terme, mais c'est quelque chose aussi à questionner. Un point important dans les résultats d'apprentissage, c'est l'environnement personnel d'apprentissage. L'individu plus acquiert des connaissances, éventuellement des compétences, mais son environnement est changé ou devrait être changé. Et là, c'est un objet aussi de recherche intéressant, de voir comment les environnements accompagnent l'individu dans son expérience d'apprentissage, notamment dans les MOOC. Il y a éventuellement une augmentation du sentiment d'efficacité personnelle, un développement, mais ça, ce sera attesté, de cette disposition to understand for oneself, et éventuellement une expérience d'apprentissage optimale. Ça, ce sont au fond des questions en se demandant qu'est-ce que la personne apprend, qu'est-ce qu'il en retient. Dernier élément important des travaux de recherche, dans quelles conditions tout ça peut se passer. Alors, on en a parlé, hein, on a évoqué, je crois que c'est aussi Gilbert, mais d'autres personnes ont dit, notamment à propos du concept d'ouverture. Est-ce que c'est vraiment ouvert? Et est-ce que nos environnements sont vraiment ouverts? C'est-à-dire, il y a possibilité de réutilisation des connaissances, de repartage, de retransmission, de recomposition. Et ce degré d'ouverture, c'est Annie Gézégou à l'Université de Lille qui a travaillé là-dessus et qui a montré que le degré d'ouverture était lié justement au processus d'autodirection et d'autorégulation vécu par les apprenants. Donc c'est quelque chose de très important. Et offrir des environnements fermés et croire que les gens vont développer éventuellement l'autonomie et réaliser leur autodirection, il y a peut-être un problème. Attention, ce n'est pas forcément l'ouverture totale, hein. C'est un certain degré d'ouverture qui peut être, entre guillemets, optimal. Il faut ajouter aussi dans les travaux d'Annie Gézégou, ça ne se trouve pas sur la DIA, le sentiment de présence. Le sentiment d'être entouré d'autres personnes, d'avoir une présence cognitive, une présence affective, mais aussi une présence pédagogique. Et cela, on peut aussi le faire, évidemment, y penser dans le design des environnements. Alors, je ne sais pas si vous avez décodé tout ce que nous avons entendu, mais nous avons entendu le noir et le blanc dans les conceptions des concepteurs. Et nous avons, plusieurs d'entre nous, et moi aussi, je continue à affirmer mes propres conceptions. Or, les postures des concepteurs des environnements influencent beaucoup les étudiants, évidemment de manière tout à fait implicite. Hein. Donc, c'est quoi pour eux apprendre? C'est transmettre, c'est construire, c'est partager, c'est se connecter, etc. Il y a aussi les conceptions de la connaissance des concepteurs. Évidemment, elles dépendent des domaines disciplinaires. Là, il y a tout un chantier qui a été ouvert ce matin par Nicolas Balachev. Il y a aussi les conceptions de l'apprentissage, c'est quoi réellement apprendre. Et moi, j'ai suivi aussi quelques MOOC comme Nicolas, bien sûr. Bon, quand même pas, faut pas exagérer. Même si c'est bien l'expérience en enseignement à distance, les MOOC c'est un peu différent. Puis ce qui est assez intéressant dans ce que j'ai suivi, justement sur l'utilisation des technologies en classe, un MOOC américain, c'est que dans le discours de la personne, elle disait il faut être actif, il faut participer, il faut créer, etc. Mais dans la forme, c'est entièrement transmissif. Et d'ailleurs, il n'y a même aucune illustration que du texte et de la voix. Et donc, il y a aussi des contradictions et des tensions entre les conceptions des concepteurs et ce qu'ils font vraiment. Ça, c'est des choses aussi à regarder. Bien sûr, les modalités d'apprentissage, je vous en ai parlé. Je passe au fond à la question de l'identification, des configurations. C'est évidemment une question de recherche. On a déposé un projet de recherche avec Annie Gézégou et Laurent Confroy et Geneviève Lameule. On espère évidemment avoir des fonds pour pouvoir réaliser cette recherche pour plus d'intelligibilité dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire essayer de vraiment utiliser déjà les connaissances que nous avons, les instruments d'évaluation que nous avons, à la fois quantitatifs et qualitatifs, pour essayer, en observant plusieurs types de dispositifs, y compris des MOOC, les configurations particulières formées par les caractéristiques individuelles des apprenants, leur interaction avec les environnements qui vont être aussi caractérisés avec nos instruments, les degrés d'ouverture proposés par Annie Gézégou, la typologie des dispositifs hybrides ASUP, et observer aussi ce que ces apprenants-là vivent dans ces environnements-là, pour quels résultats. Vous imaginez bien qu'une approche systémique et à causalité circulaire comme celle-là demande des approches longitudinales, hein, donc, et comparatives. Alors, pour terminer, de rendre la parole à France. Donc, il s'agira d'essayer pour l'apprenant,
pas forcément de devenir individu plus, parce que nous sommes des individus plus, mais de prendre conscience de quels individus plus nous sommes et comment nous sommes influencés par toutes ces ressources, à la fois humaines et matérielles. Alors, du point de vue du concepteur et de l'enseignant, quel environnement concevoir pour des individus plus? Et ça, c'est pas évident de penser son cours en se disant oui, mais mes étudiants, ils vont pas seulement apprendre des connaissances, ils vont développer un environnement et avec quoi ils vont partir. Et je le fais dans mon enseignement en présence et c'est assez intéressant. Et puis, du point de vue du chercheur, comment mettre en évidence ces configurations? On a déjà quelques réponses, mais ce sera quand on sera au pied du mur, ce que je nous souhaite, qu'on verra les difficultés. Alors, je te rends la parole. On va passer à la troisième partie. Les éléments plus concrets ou plus applicatifs de ce dont Bernadette vient de nous entretenir en parlant de cet individu plus qui se présente avec ses caractéristiques, avec son profil, avec ses intentions, ses stratégies d'apprentissage. En fait, une grande diversité de profils d'individus plus qui font partie finalement d'un système fonctionnel. Et il s'agit maintenant de savoir dans quel type d'environnement, quel serait le type d'environnement optimal pour soutenir l'individu plus dans son développement. Alors, il apparaît que les MOOC pourraient être une option très intéressante en raison de l'ouverture qu'elles présentent, qu'ils offrent à l'apprenant. Ouverture sur le plan de la pédagogie, ouverture sur le plan des contenus et ouverture sur le plan des possibilités ou des potentialités pour l'individu plus qui peut finalement tailler à l'intérieur de cet environnement son propre environnement pour apprendre en fonction de ses intentions, de ses objectifs, de ses buts. Alors, évidemment, les MOOC se situent sur un spectre très large et pour faire, je dirais, pour aller un peu plus vite, plus rapidement, on les situe aux extrémités. D'un côté, le modèle transmissif qui est celui des XMOOC et de l'autre côté, le modèle des CMOOC qui est le modèle connectiviste. Alors, j'y vais de manière, je dirais, assez expéditive pour distinguer ces deux extrémités, mais il est bien sûr qu'entre les deux, il existe plusieurs modèles de MOOC, plus ou moins ouverts et plus ou moins adaptés à ce que notre conception de l'individu plus. Alors, d'un côté, dans le modèle connectiviste, les participants sont auteurs de leur formation. Ce sont eux qui identifient leurs objectifs, ils identifient le contenu qu'ils veulent apprendre, les activités qu'ils veulent poursuivre et même avec qui ils veulent les réaliser. Il est permis aux apprenants, dans le cadre de ces environnements connectivistes, de créer des relations entre les différentes sources d'information et les organiser dans des structures significatives. Dans ce cadre également, on a l'interaction entre les pairs dans la construction des connaissances, mais aussi dans l'évaluation qui est en soi une activité de construction de connaissances. Du côté du modèle transmissif, c'est un modèle centré sur l'enseignant expert, qui est détenteur de contenu et qui est passeur des connaissances. C'est une approche qui mise beaucoup sur l'assimilation d'un contenu prédéterminé, qui n'est pas évidemment choisi par l'apprenant, un contenu linéaire, plutôt académique. Et les apprentissages sont évalués de manière formelle par des quiz, on l'a vu, et sur une échelle massive. Alors, nous allons plutôt du côté des CMOOC pour voir l'ouverture pédagogique. Et nous allons donc, notre discours est orienté plutôt en fonction des CMOOC. Alors, dans ces CMOOC, ce sont ceux où
l'étudiant peut exercer une liberté, exercer son autonomie et aussi se déployer son engagement en tant qu'apprenant. Il peut définir ses objectifs, comme je l'ai mentionné plus tôt, choisir les thèmes et les activités qu'ils veulent réaliser et participer de manière légitime à la construction des connaissances. Ils sont légitimés par les animateurs ou même par la conception du cours même à contribuer au contenu. C'est un dispositif qui offre différentes formes de médiation pour faciliter le processus d'apprentissage. Médiation technologique, bien sûr, avec un recours intensif aux technologies. Médiation humaine et médiation épistémique. Médiation humaine entre les participants et les tuteurs ou les animateurs. Et cette médiation est faite dans une connexion entre apprenants et les apprenants, donc, à travers les réseaux qui se développent, s'engagent dans des interactions génératrices de connaissances. Le tutorat est bien sûr appliqué ou déployé de manière minimale et finalement, une part importante de cette charge revient aux participants qui, finalement, en interagissant, s'entraident les uns les autres. Alors, je vous reproduis ici la représentation qu'un étudiant se fait d'un MOOC. En fait, c'est une représentation du premier MOOC qui a été dispensé par Siemens, le MOOC sur le connectivisme. Alors, l'étudiant, lui, se fait cette représentation. Et ça vous apparaît peut-être complexe, mais au fil de sa progression dans le cours, il a réussi à tisser les liens, à se connecter avec ces divers éléments. Le cours, certainement, déborde cette représentation-là, mais c'est l'univers qui s'est construit, c'est l'environnement qui s'est construit et l'environnement avec lequel il interagit. Alors, dans un MOOC, l'individu plus s'engage dans une interaction avec les cognitions présentes dans l'environnement, qui sont multiples, et il mène des activités pour générer des connaissances qu'un individu solo n'aurait pu développer. Pour ma part, j'estime que ce modèle de cours est un modèle, je dirais, optimal, parce que finalement, il représente la vraie vie. Tout au long de la vie, on est confronté à des problèmes qu'on doit résoudre. On est confronté à le besoin d'apprendre, à la nécessité de construire des connaissances. Et on n'a pas toujours un prof pour nous transmettre des connaissances. On est appelé à apprendre par soi-même. Et quand on parle de l'apprentissage tout au long de la vie, c'est ce que ça veut dire. C'est qu'au quotidien, on doit s'approprier de nouvelles connaissances. On doit le faire pour survivre professionnellement, pour survivre dans la société et pour être en harmonie, finalement, avec le monde qui nous entoure. Et un tel environnement, finalement, c'est la vraie vie. Et dans les témoignages qui ont été faits par les étudiants qui se sont inscrits à ces cours de type MOOC, ben, ils avouent que c'est difficile. Ça ne va pas toujours bien dans les équipes avec lesquelles ils travaillent. C'est comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il faut apprendre à travailler avec les autres, à ce que ça ne va pas toujours bien, évidemment, et on ne trouve peut-être pas toujours l'information, mais il faut trouver le moyen de trouver l'information. Donc, ces environnements, pour moi, sont exigeants, oui. Je pense que ce qu'il faudra, les choses à laquelle il faudra réfléchir dans l'avenir, c'est l'accompagnement ou les outils que l'on pourra mettre à la disposition des participants pour mieux interagir, mieux réagir et mieux apprendre dans ce type d'environnement. Ceci m'amène aux environnements personnels d'apprentissage. Donc, face à je dirais, cet univers d'information, que faire? Que faire quand on se sent un peu démuni? Eh bien, faire ce que tous les étudiants font et ce que vous avez fait quand vous avez fait vos études et que vous faites certainement encore sans le savoir, ce que je fais et Bernadette fait sans doute, c'est-à-dire se construire un environnement personnel d'apprentissage. Donc, quand on parle d'environnement personnel d'apprentissage, c'est peut-être un nouveau terme, mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Les environnements personnels ont existé de tout temps. Hein. C'était la bibliothèque, les notes de cours, les manuels et même les petits groupes d'études qu'on pouvait bien se former. Ce qu'il y a de nouveau par rapport aux environnements d'apprentissage, personnel d'apprentissage d'aujourd'hui, c'est que ce sont des environnements enrichis.
La nouveauté du phénomène réside donc dans le fait qu'ils sont construits par l'apprenant. Ce ne sont pas des plateformes qui ont été inventées par des informaticiens ou des pédagogues et on va leur dire voici l'environnement dans lequel tu apprends. Non, c'est l'environnement que chacun se bâtit pour soi-même en fonction des intérêts, en fonction des buts, en fonction des intentions, etc. Donc, environnement construit par l'étudiant, environnement basé sur les technologies du web social et un environnement qui, désormais, peut accompagner l'apprenant pendant toute sa vie, puisque c'est un environnement qu'il s'est créé lui-même sur ses propres outils, avec les propres ressources, ses propres ressources qu'il a agrégées sur son propre ordinateur et dont il ne peut plus être dépossédé. Alors, la spécificité de ces environnements, c'est qu'ils sont indépendants des plateformes institutionnelles, inaccessibles au terme de la formation. Voilà. Alors que, après 4 ou 5 ans d'études, l'environnement personnel d'apprentissage aura évolué avec l'apprenant, avec ses connaissances, avec ses intentions, avec ses objectifs. Et il sera toujours là pour évoluer. Autre spécificité, c'est que ces environnements, évidemment, encouragent aux apprentissages autonomes, à la prise en charge à la prise en charge des apprentissages et aux apprentissages contrôlés. Bernadette parlait plus tôt de l'autorégulation, évidemment. Dans le cadre de l'utilisation d'un environnement personnel d'apprentissage, il y a beaucoup de ces compétences d'autorégulation et d'autodirection qui sont mobilisées. Alors, je vous montre dans la prochaine diapositive la représentation qu'une participante, c'était une participante d'un MOOC qui a suivi un MOOC et qui s'est taillé à l'intérieur de ce MOOC un environnement personnel qu'elle a structuré en 4 parties. La salle de travail avec son équipe, où elle peut avoir des interactions, une salle de travail qui peut être visible aux collègues, aux personnes qui auront été autorisées, un portfolio où peuvent être consignées les productions, et qui est ouverte aussi aux interactions, mais qui est plutôt aux interactions plutôt réduites, puisque c'est là où on dépose des productions. Le classeur, visibilité réduite et interaction réduite, où il y a évidemment des artefacts qui sont utiles ou des ressources qui sont utiles à l'apprentissage, et une 4e section qui est une section où on consigne le travail de la veille. Alors, vous voyez ici cette représentation qui n'a été inspirée par personne d'autre que l'apprenante qui a vécu un cours, un MOOC. Alors, je parlais plutôt des informaticiens qui proposent des plateformes. En fait, on doit à la communauté d'informaticiens ce renouveau, si vous voulez, des environnements personnels d'apprentissage. Ce sont eux qui ont proposé de libérer les étudiants des LMS, Learning Management System, des plateformes monolithiques et centralisatrices de e-learning qui sont utilisées par les institutions. Or, dans le travail que ces informaticiens ont amorcé, il y a près d'une dizaine d'années maintenant, c'est de proposer aux apprenants des formes de sorte de plateforme qu'ils pourraient aménager. Et ça, c'est un point de vue, mais il y a l'autre point de vue qui dit que la plateforme qui peut être proposée par des informaticiens présentement n'est probablement pas pérenne et qu'un jour, on l'abandonnera et que l'étudiant se retrouvera en panne. Alors, il y a l'autre école qui dit c'est à l'apprenant lui-même de construire son environnement avec des outils d'agrégation ou d'autres outils, mais des outils qu'il possède, des outils qu'il peut gérer. Donc, les APA sont une réponse ici, je reviens à ma diapositive, à 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est de faire contrepoids à la conception monolithique et centralisatrice des plateformes de e-learning et aux architectures fermées, inadaptées aux possibilités d'échange et de partage du Web 2 et aux pratiques sociales qui en émergent. Deuxième enjeu, encourager la responsabilisation de l'apprenant,
prise de contrôle de ses apprentissages, liberté de choisir les technologies avec lesquelles il apprend. Et troisième enjeu, soutenir et valoriser l'apprentissage tout au long de la vie. Alors, l'introduction des APA dans l'univers éducatif n'est pas sans causer de tensions, sans soulever des contradictions. Des contradictions qui ont été relevées dans la littérature. Contradictions entre le système éducatif tel qu'on le connaît et l'expérience de l'individu plus. Le système éducatif tel qu'on le connaît, s'est engagé dans une réinstrumentation de son système d'activité avec les nouveaux outils de l'ère numérique. Mais il a conservé finalement les mêmes modèles dominants et les mêmes responsabilités de contrôle de l'apprentissage. Cette réalité, pseudo-rénovée par les technologies, entre en opposition, en contradiction avec l'expérience de l'individu plus, expérience de l'autodirection, de l'autocontrôle, de la responsabilisation rendue possible par les nouveaux outils de l'ère numérique, expérience d'apprentissage en contradiction avec les modèles qui guident les pratiques institutionnelles. Alors, en dernière diapositive pour cette partie, on peut dire que les 6 MOOC, les MOOC qui se situent plutôt du côté C que X, et les environnements personnels d'apprentissage sont l'expression d'une même contradiction. Contradiction entre le système éducatif qui envisage l'apprenant comme un individu solo et les acteurs de la société numérique qui envisagent l'apprenant comme un individu plus. C'est l'expression d'un même appel au changement, d'un changement finalement de posture, d'un changement d'unité d'analyse pour passer de l'individu solo à l'individu plus. Alors, je céderai la parole à Bernadette pour la dernière partie des questionnements. Je te laisse les dire. Pas de souci. Alors, très très brièvement, puisque nous arrivons au bout du temps alloué, je vais juste évoquer avec vous, mais vous en avez aussi, j'espère, aussi des questions, les conséquences de ce que nous avons proposé pour la recherche, pour la conception des environnements et pour la formation des apprenants, évidemment sous forme de questions. Pour la recherche, construire des objets de recherche pertinents, quand on dit objets de recherche pertinents, ça veut dire qu'on arrive à conceptualiser les phénomènes, à les problématiser et à s'éloigner d'une série de descriptions ou d'études de cas. C'est toujours ce qu'on a au début d'une dernière nouvelle technologie, comme dirait Geneviève Jacquinot. Mais là, maintenant, avec les résultats de recherche que nous avons depuis presque 60 ans maintenant, je pense qu'on peut aller plus vite et monter en vitesse en proposant des modèles, justement, et des objets de recherche plus complexes qui se fondent sur les résultats antérieurs. Donc, développer ces cadres, mais évidemment de manière interdisciplinaire, tout seul, c'est impossible. Adopter une approche systémique, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure. Mettre en œuvre des recherches longitudinales et pas des recherches comparatives, ça nous mène nulle part. Pourtant, il y en a encore qui apparaissent et qui se font. Et adopter des méthodes mixtes de recherche, ça veut dire qu'il y a bien sûr l'analyse des traces, data mining, mais aussi besoin d'avoir recours aux expériences des acteurs, pas seulement les apprenants, hein, aussi les concepteurs, les décideurs, etc., ce que nous avons nous-mêmes partagé entre nous. Pour la conception des environnements, transformer l'approche d'ingénierie, là c'est Gilbert Paquette qui en a parlé tout à l'heure, donc je n'ai pas trop insisté, mais peut-être centrer cette ingénierie sur l'individu plus, prendre conscience des tensions et de tous les conflits instrumentaux qui sont présents, et le cas d'analyse instrumentale, on ne l'a pas repris dans l'exposé, mais il est important à ce sujet-là. Élargir les objectifs de formation, pas seulement donc vers l'individu solo, mais aussi vers son environnement personnel d'apprentissage, vers l'individu plus, et concevoir des environnements, donc des MOOC par exemple, qui vont permettre au fond à l'apprenant de créer son EPA, donc d'ouverture des MOOC, réutilisabilité, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Pour la formation des apprenants, il faut vraiment essayer, je pense, de leur apprendre à apprendre. Ça, vous êtes nombreux dans la salle à y avoir contribué, d'ailleurs de manière très active. Et
parmi cet apprentissage à l'apprentissage, la prise de conscience de son environnement personnel d'apprentissage, et donc, et sans doute aussi d'en parler, de le partager avec d'autres. Voilà, merci pour votre écoute et merci pour vos questions. Merci pour votre présentation très intéressante. Avec la complexité des MOOC, des ex-MOOC, l'apprenant et aussi avec l'augmentation de l'offre qui va venir d'un peu partout. On parle déjà, je siège dans Open Online Academy à New York pour les apprenants sont tous des architectes. Et on parle déjà d'un coach individuel MOOC au service de l'apprenant, un peu comme l'orientateur professionnel dans les lycées ou dans les universités, ou le conseiller professionnel. Est-ce que vous avez des idées de ce côté-là? Alors, je vais vous dire, je vous en ai parlé là au début de la rencontre. En même temps, je me questionne, parce qu'il y a un appel en Suisse sur cette question, sur les risques liés aux technologies. Et quand j'entends le mot coach, je pense tout de suite à risque. Pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi des études de ce type d'analyse de risque autour du coach. Pourquoi? Parce que justement, cette prise de contrôle, il faut y faire attention. Alors, c'est toujours le problème de la pièce à double tranchant. C'est un peu un monde de fous, c'est-à-dire, enfin, j'exprime vraiment ce que je pense, c'est-à-dire qu'on avance à toute vitesse, il y a une augmentation très très grande des sources d'information. J'avais un collègue qui s'appelle Charles Duchâteau qui dit qu'il ne fallait pas confondre données avec information et information avec connaissance. Beaucoup de sources d'information, info, obésité, etc. Tout ça est créé par l'homme et en même temps, une fois que tout ça est là, il faut créer un coach pour nous aider à nous débrouiller là-dedans. Moi, je pense personnellement qu'il y a deux responsabilités. Il y a la responsabilité de l'éducation de base, primaire et secondaire, pour former les étudiants à l'apprentissage tout au long de la vie. Et vous avez vu que les objectifs sont nombreux, mais ça devient indispensable. Mais par ailleurs, il y a aussi une responsabilité des concepteurs et des gouvernements et des consortiums, etc., de rendre visible l'offre et de la rendre, comment dire, intelligible. Alors, effectivement, un coach peut aider dans la foire, mais si on arrive à rendre intelligible ces offres-là, alors peut-être qu'il y aura moins besoin de coach. Mais c'est juste, je ne sais pas ce que tu... C'est ce qu'on a. Si on regarde le domaine des bibliothèques, on a créé des bibliothécaires exactement pour ce genre de fonction. Oui. Donc, je verrais les facultés d'éducation ou les universités comme un instrument pour permettre aux apprenants de s'y retrouver et peut-être avoir une formation diplômante à moyen ou à long terme, ne serait-ce qu'en termes d'avant-projet. Tout à fait. Pour savoir si vraiment on peut avoir une valeur ajoutée dans ce marché. Tout à fait. Merci. Oui, merci. Une remarque et une question. La remarque, vous avez bien voulu, au début de votre exposé, rappeler la centration, enfin, de ma propre communication. En fait, je voudrais vous dire toute la satisfaction de constater que la distance n'est pas si grande et qu'il n'y a pas d'apprenant sans connaissance. Et il n'y a pas de connaissance sans le support, la présence d'un apprenant. Je pense qu'on ne peut pas séparer les deux. Et je crois qu'on a encore beaucoup à se dire sur la distance qui peut y avoir ou ne pas y avoir entre les deux approches. Tu parlais, il y a un instant, tu disais c'est une pièce à deux tranchants. En fait, c'est une pièce à deux faces et avec un seul tranchant. Oui, à double tranchant, à double tranchant. Et toute la difficulté, c'est l'équilibre. Et dans cette difficulté, dans cette problématique de l'équilibre, un élément me manque et peut-être vous l'avez à l'esprit, il est latent, mais il n'est pas thématisé et prononcé dans l'exposé, c'est l'institution. Oui, tout à fait. Je pense que l'apprentissage est dense. L'apprentissage, c'est la vie.
on est tout à fait d'accord. Les organismes qui n'apprennent pas, c'est une grande différence entre nous et le caillou, les organismes qui n'apprennent pas disparaissent. Donc l'apprentissage, c'est la vie. Les sociétés sont des formes organisées de vie. Et la société, on a de grandes différences avec beaucoup d'autres mammifères et d'êtres vivants. Nous avons un système très particulier, le langage, le rapport du langage à la pensée. On ne peut pas, on est obligé de déléguer. Et la société délègue. Alors elle délègue à des formes diverses. L'exposé précédent nous a ramené très loin dans l'Antiquité. Mais la société délègue. Et quand elle délègue à des institutions. Je veux dire par là, il y a une dévolution de la responsabilité de faire apprendre à une institution. Qu'elle soit ceci, cela, que ce soit l'école du 19e ou demain les CIMOUC, les CIMOUC, c'est pas véritablement un problème. Là où il y a un problème et où j'aimerais entendre une mise en relation dans le cadre de votre approche théorique, là où il y a un problème, c'est comment cette contrainte que la société fait apparaître dans le champ de l'apprentissage en donnant à des institutions la responsabilité de les permettre et de les valider, comment cela peut être pris en compte dans votre modélisation et dans l'individu plus. Je vais aussi donner la parole à France, mais merci Nicolas pour la question, parce qu'en fait, l'institution est dans le modèle théorique, mais je ne l'ai pas développé. C'est-à-dire qu'autour de l'environnement, il y a l'institution. Et c'est très important, parce que c'est uniquement à cette condition-là qu'on peut comprendre la diversité des offres de MOOC que nous avons entendues ces 2 jours. On peut comprendre les offres d'Harvard, de Fun, des différentes universités canadiennes, etc. On ne peut pas les comprendre comme ça, comme si on avait une intelligence tellement brillante, mais on doit les analyser en fonction des contextes institutionnels. Et nous avons il existe des outils théoriques pour le faire. Et je vais te... Un commentaire, c'est que oui, évidemment, il faut se tourner vers l'institution. Mais ce qu'on remarque, c'est que l'institution s'est réinstrumentée, comme je l'ai dit, utiliser les nouvelles technologies, mais sans vraiment changer son modèle. Alors, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et sans le savoir, comme tu l'as dit, les organisations apprennent. Et je pense que les organisations sont prêtes à apprendre, puisque les organisations ont dit oui au MOOC. Et je pense qu'il y a là, je dirais, un début de réflexion, une amorce vers le changement qu'il faut vraiment saisir. Le fait que les universités conventionnelles acceptent de se lancer dans les MOOC, c'est qu'elles sentent, elles aussi, la tension. Cette tension-là, qui était vraiment très prégnante chez ceux qui ont eu l'idée des environnements personnels d'apprentissage au tout début, qui s'opposaient de manière assez farouche aux plateformes monolithiques et centralisées. Eh bien, je crois que cette tension, elle est maintenant davantage perçue par les institutions et que, bon, là, moi, j'ai pas de réponse, là, et il faut ensemble y réfléchir et ensemble y travailler. Et en fait, on a vu après l'apprenant qui a vu sur son blog, enfin c'est bizarre, un blog à 2 personnes, et qui a trouvé son illumination avec Itipa. Non, l'individu plus, c'est une expression, moi, j'ai du mal à l'apprendre. Et ça me rappelle ce qu'on travaille de l'autre côté, qui est l'homme augmenté. L'homme augmenté, là, ça me fait frémir. Et justement, les liens entre tout ça deviennent un peu complexes. On ne sait pas très bien. Et dans votre modélisation, il y a un individu, mais le social ou le collectif disparaît un peu. Alors, où on le voit mal, parce que si l'unité d'analyse est l'individu, moi, je peux dire que je ne reconnais pas dans tout ce que vous avez fait, je ne reconnais pas le MOOC qu'on a fait. Il n'est pas dans vos analyses, pour l'instant. Et l'une des difficultés, c'est aussi tout le travail collectif. Et l'interaction entre les deux est complexe. Oui, on l'a pas développé. En fait, on l'a mentionné. On a mentionné l'aspect social. On a insisté davantage sur le rapport aux technologies, le partenariat avec les technologies. Mais ce partenariat, il se fait à l'intérieur de l'environnement qui inclut d'autres humains, qui inclut des réseaux, qui inclut la société. Mais
Et donc, on a... En fait, il faudrait, je t'invite peut-être quand même, c'est pas très long, à aller lire l'article de Perkins sur l'individu plus, parce que c'est ancien. Et quand moi j'ai découvert cet article-là, mais je me dis, mais c'est ça, c'est les environnements personnels d'apprentissage. Au fond, c'est vraiment la représentation de la manière dont la connaissance est distribuée, de fait, dans l'interaction. C'est même pas entre, c'est dans l'interaction entre l'individu et un certain nombre de ressources, mais aussi des autres personnes. Alors c'est vrai qu'on l'a peu évoqué, mais dans cet individu plus, il y a toute cette participation à des communautés et des interactions qui sont significatives avec d'autres personnes. Et quand tu dis « je ne retrouve pas notre MOOC », en fait, ce que nous te proposons, c'est au fond des lunettes pour regarder ton MOOC. C'est-à-dire de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans l'interaction entre les participants et l'environnement? Qu'est-ce qu'ils vivent comme processus d'apprentissage et quel type de résultats? Alors, ce sont des questions très difficiles parce que, est-ce qu'on a des données là-dessus? Mais moi, nous, on proposerait de se poser ces questions-là en disant que les outils théoriques et même d'ailleurs certains tests, certains instruments d'évaluation existent. Dans ce cas, l'individu plus, c'est plutôt une construction de chercheur. C'est une Absolument. construction intellectuelle. C'est surtout pas. Ah, tout à fait. Voilà, c'est ce que j'ai dit au début. Non, mais c'est un éclairage sur quelque oui. chose. Et qui, voilà. Oui. C'est un Et c'est la proposition d'un objet de recherche. L'objet de recherche, je dirais, il s'éloigne des dispositifs X, Y, Z pour essayer de faire une proposition qui problématise et qui invite, au fond, à rendre, on espère, un petit peu plus intelligible ces phénomènes-là. Mais évidemment, chaque MOOC, chaque cours et même chaque expérience d'apprenant va être différente. Ce qu'il nous faut, c'est des lunettes, entre guillemets, de cas théoriques, toujours réducteurs, toujours incomplets, pour essayer de les rendre intelligibles. J'ai un peu fait la grimace quand tu as dit les décideurs savent, ils prennent en compte des enjeux, ils choisissent d'aller dans les MOOC. Moi, j'ai fait la grimace, je ne suis pas sûre, parce que justement, on manque d'instruments et de résultats. Évidemment, ça va plus vite. Au fond, les chercheurs, ils courent derrière maintenant. Hein. Je veux dire, on est tout le temps au moins 3 ou 4 ans derrière. Et les décideurs avancent. Il y a des décisions qui se prennent. Il y a des initiatives. Au fond, sans vraiment... Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, on ne sait pas trop ce que ça va donner dans 2 ou 3 ans, etc. Et donc, nous, c'est notre travail de chercheur. On va dire, on invite à essayer quand même d'avancer aussi dans l'intelligibilité. Mais merci pour la réaction.